Bonsoir et bienvenue au Bulletin de bordel du 29 novembre. En manchette aujourd'hui, la réforme du cours d'éthique et culture religieuse, qui s'appellera maintenant Culture et citoyenneté québécoise, suscite beaucoup de critiques. La maison mère de Facebook se nomme désormais Meta. Le monde de la crypto-monnaie, aussi appelé Bitcoin, est en pleine expansion. Québec solidaire veut mettre en place une politique pour contrer les violences sexuelles dans les écoles primaires. Le nouveau MacBook Pro tient tête à la loi de Moore. Le ministère de la Défense du Québec veut retirer les milliers d'obus dans le lac Saint-Pierre. Et Kamala Harris devient de plus en plus discrète dans la scène politique américaine. La réforme du gouvernement Legault, qui instaure le cours de culture et citoyenneté québécoise pour remplacer l'ECR, l'éthique et culture religieuse, d'ici la rentrée 2023, est pointée du doigt par les enseignants de ce domaine. Ils mentionnent que le programme présenté comme nouveau est constitué de plusieurs éléments qui sont déjà dans le cours de CR depuis longtemps, en plus d'être flous et accusés d'être mal construits. Georges Leroux, professeur à l'UQAM et co-rédacteur de l'ancien cours, dit que la nouvelle version ressemble à l'ECR, mais avec un vernis national, et se questionne à savoir où est le véritable changement qui va séparer les deux programmes. Le ministre Jean-François Roberge rétorque en disant qu'il ne veut pas répéter les mêmes erreurs que dans l'ancien programme, notamment parce que, selon lui, l'ECR empêchait la remise en question de certains dogmes. M. Leroux nomme également le processus complètement opaque, presque secret, et considère que c'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'un gouvernement va aussi loin dans l'idée de la promotion nationale. Le nouveau nom de la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, qui s'appelle désormais Meta, au-delà en grec, a été annoncé le 28 octobre dernier. Mark Zuckerberg, fondateur de la compagnie, explique notamment le concept de métavers, un monde digital dans lequel les gens peuvent se déplacer entre différents dispositifs et communiquer virtuellement. La raison de ce changement de nom vient du fait que Zuckerberg trouve que le nom de leur compagnie est trop étroitement lié à ce seul produit, alors qu'ils en possèdent beaucoup d'autres et que leurs idées pour le futur s'étendent à beaucoup plus que Facebook seulement. Cette nouvelle image de l'entreprise, ce rebranding, ne peut cependant pas camoufler les antécédents de crise vécus par Facebook. Elle a été accusée d'utiliser ce renouvellement comme diversion devant les accusations de propagation des théories du complot et d'être un instrument qui permet aux discours extrémistes de mener à bien leurs œuvres. Plusieurs critiquent cette drôle de circonstance, puisque l'annonce a été faite alors que Facebook est en plein cœur de fléaux concernant les données personnelles, la violation de données et l'activité des enfants sur cette plateforme. Il va se demander si l'effacement d'un nom aidera à effacer le lourd passé de critiques et de jugements des actions de ce géant des médias sociaux. Les cigarettes électroniques existent depuis 2005 et leur utilisation vient de plus en plus fréquente chez les adolescents et les jeunes adultes. L'odeur, le goût et l'allure sont des aspects qui rendent ce produit intéressant, mais les effets néfastes sur la santé sont tout de même de grande importance. Les impacts que le vapotage possède sur les jeunes peut être positif en un sens, mais beaucoup oublient, volontairement ou non, de penser au danger de l'usage récurrent d'un tel produit. Un reportage de Justin Vaillancourt. Le vapotage est un phénomène de plus en plus populaire chez les jeunes cégepiens du Québec. Selon une étude menée par le Conseil québécois sur le tabac et la santé en octobre 2020, près du tiers des jeunes interrogés avaient vapoté au cours des 30 derniers jours. J'ai commencé à vapoter sérieusement vers secondaire 4, fait que j'avais à peu près comme 16 ans, 16-17. Je dirais 3 ans ça. Les raisons qui poussent les jeunes à vapoter sont multiples. Certains traits de personnalité, une faible estime de soi et l'influence des autres sont tous des facteurs qui dirigent les cégepiens vers la cigarette électronique. Il y a l'influence des jeunes, il y a aussi le fait que le produit est attrayant, que ça soit le goût, les saveurs qu'ils mettent, là. Selon Santé Canada, le vapotage peut dégrader la santé des poumons et créer une dépendance à la nicotine, la même substance présente dans les cigarettes. Toutefois, les effets à long terme de la vapoteuse demeurent inconnus, conséquence du manque de données scientifiques à ce sujet. Si on regarde les études, que ce soit la santé physique, déjà en partant, le cerveau des adolescents n'est pas complètement développé. On ne connaît pas encore les effets à long terme des produits chimiques qu'il y a dans les produits de vapotage. Ils se questionnent à savoir est-ce que ça pourrait pas avoir un impact sur le développement du cerveau. Le phénomène de nouveauté et de curiosité contribue à la popularisation de cette substance auprès des jeunes. En contrepartie, la compagnie Vape Shop dit ne pas recommander la vapoteuse dans le but de faire comme ses amis. Elle prône plutôt une approche thérapeutique.
Mais oui, il y a des gens qui vont arriver et ils vont dire qu'ils veulent vapoter parce que leurs amis vapotent et compagnie. Puis s'ils ne veulent pas entendre raison qu'ils ne devraient pas vapoter, bien, on va fortement leur conseiller d'utiliser un produit qui n'a pas de nicotine dedans. Parce que ces gens-là n'ont pas d'addiction à la nicotine, donc s'en créer une en utilisant une vapoteuse qui a de la nicotine dedans, ça serait complètement ridicule. Au Canada, la vente de produits de vapotage est interdite aux moins de 18 ans. Cependant, les chiffres nous prouvent qu'il est assez aisé pour un jeune en dessous de cet âge de vapoter. Fait qu'il y a des plus vieux qui vont acheter pour les plus jeunes. On a même des parents qui nous disent qu'ils ont préféré acheter des articles de vapotage à leurs ados. Beaucoup de vapoteurs prétendent utiliser la vapoteuse pour arrêter de fumer. Cependant, aucune donnée ne prouve présentement que la cigarette électronique est un moyen efficace et sécuritaire pour remplacer la cigarette traditionnelle. Bien que la cigarette électronique progresse, on note cependant un recul de la cigarette traditionnelle chez les jeunes. Une étude de 2020 relève qu'environ 2% des jeunes de secondaire 5 fument, comparativement à 25% dans les années 2000. De son côté, Santé Canada souhaite interdire la vente de saveurs aux vapoteurs pour éviter qu'ils visent un public trop jeune. Une décision qui ne fait pas l'unanimité auprès des vendeurs d'articles de vapotage. Avec un manque de données concises sur le vapotage, les experts appellent à la vigilance et à la prudence sur cette nouvelle substance qui se popularise chez les jeunes. C'était un reportage pour le bulletin de Bordel. Au retour de la pause, un reportage sur l'art de rue et l'histoire de l'homosexualité à travers le temps. Restez là. La crypto-monnaie gagne de plus en plus en popularité, surtout depuis son arrivée à Wall Street, mais les investisseurs ne sont pas tous conscients de l'effet néfaste que cette activité, qui n'est pas réglementée, a sur l'environnement. En effet, si cette devise virtuelle était un pays, elle utiliserait la même quantité d'électricité que la Suisse au grand complet en un an. Le Bitcoin est une monnaie énergivore, puisqu'afin d'en obtenir, il faut laisser son ordinateur rouler pour qu'il résolve des calculs très complexes, et c'est dans ce sens que la crypto-monnaie vient sous forme de récompense pour ce travail. C'est Elon Musk qui a dénoncé en mai dernier l'impact néfaste croissant de la crypto-monnaie en refusant que les voitures de sa compagnie Tesla soient achetées par cette monnaie tant qu'elle consommerait autant d'énergie fossile, comme le charbon. Depuis que la Chine a banni ce phénomène afin de conserver son énergie pour d'autres aspects et parce qu'elle veut imposer sa propre monnaie numérique, les mineurs migrent vers des endroits comme le Texas où l'énergie provient majoritairement d'énergie fossile. L'art de rue, communément appelé street art, est une forme d'expression qui se voit être très populaire dans la ville de Montréal, tout particulièrement les fresques murales. Par de nombreux projets, la municipalité investit temps et argent dans des œuvres qui vont embellir les quartiers, ce qui permet aux artistes d'être reconnus et appréciés pour leur travail. Le processus d'approbation, de création et de promotion d'une murale comporte plusieurs aspects qui ne sont pas si connus du public. Un reportage de Alexandre Fayon-Tifo. Que ce soit sur les murs, les ponts, les rues ou même les immeubles, Montréal est une ville qui fait la promotion de l'art sous toutes ses formes. On peut voir apparaître périodiquement des fresques murales sur les murs de la ville. Bien, depuis les années 70, la Ville de Montréal va financer des projets ponctuellement de murales. Mais c'est vraiment depuis 2007 où on a commencé à avoir un programme de propreté et c'était à la demande des citoyens qui voulaient avoir un meilleur sentiment d'appartenance, de sécurité dans les quartiers. Là, il y a eu graduellement plus de murales qui ont été financées, puis force était de constater que c'était très populaire puis qu'il y avait vraiment une réponse positive. Tous les jours, les Montréalais se rendent au travail en traversant un immense musée à ciel ouvert. La métropole est reconnue mondialement en tant qu'actrice majeure dans la promotion de l'art urbain, plus communément appelé street art. À Montréal, on retrouve plus de 230 murales, toutes différentes les unes des autres. Et derrière chaque murale se trouve un artiste. Les murales, vraiment, se veulent finalement des projets qui vont faire écho, qui vont rayonner, mais aussi qui vont répondre à des besoins de la communauté. Malheureusement, le street art a aussi une connotation d'illégalité, puisque certains gangs de rue utilisent le marquage au graffiti pour délimiter leur territoire. Donc, pour peindre les murs de Montréal, il faut des autorisations. En ce moment, c'est un peu plus difficile parce que les murales sont particulièrement attaquées. Il y a beaucoup de murales qui sont graffités. Mais la différence, souvent déjà, le mural, là, c'est commissionné. Il y a quelqu'un qui paye pour, le graffiti est plus libre. Tu sais, la personne qui graffite, elle va pas avoir quelqu'un qui va subventionner son graffiti.
le graffiti, on peut le voir de façon plus illégale, tandis que la murale, ben, c'est approuvé par certaines instances. Moi, c'est sûr que c'est mon travail d'artiste. Le graffiteur, il va comme plus être dans l'idée d'aller laisser sa marque un peu partout. Nous, on est plus dans un projet spécifique. En 2016, la Ville a mis sur pied le programme d'art mural et ce programme en 3 volets permet aux artistes d'avoir la chance d'exprimer leur art tout en recevant une aide financière. Il y a 2 volets qui sont destinés à des organismes sans but lucratif et un volet qui est un concours lancé à l'intention des artistes en art visuel pour une œuvre qui va s'intégrer dans la collection permanente d'art public de la Ville. C'est ce qui explique l'apparition de plusieurs œuvres dans la Ville depuis 5 ans. Et le projet semble atteindre ses objectifs. Un autre point qui explique la popularité de Montréal dans le street art, c'est le déroulement d'événements comme le Festival Mural fondé en 2013, qui a justement comme objectif de faire rayonner l'art de rue montréalais. Après 8 éditions, les festivités s'avèrent rassembleuses pour la communauté d'artistes. Avoir une ouverture pour ce type de projet culturel-là, ça l'encourage finalement la vitalité culturelle. Grâce à ce genre d'événements, les artistes d'art de rue sont mis de l'avant. Leurs fresques sont maintenant présentées comme un mode de revendication et de liberté d'expression. Ceci confirme donc que leur travail ne devrait pas être perçu comme de la délinquance. Une chose est sûre, l'art de rue continuera à développer à Montréal, au grand plaisir des citadins. Nous sommes maintenant en compagnie de Xavier Drolet qui va approfondir sur le sujet de l'homosexualité et de son évolution à travers les époques. Bonjour Xavier. Bonjour Chloé. Actuellement, dans notre société occidentale, on commence enfin à accepter les membres de la communauté LGBTQ+. Il s'agit seulement d'un changement très récent, même au Canada. Malheureusement, peu de gens connaissent ce qui s'est passé réellement. Je vais donc essayer de rectifier cela et vous permettre d'au moins en apprendre plus sur le sujet. Avant les débuts de la colonisation, il y avait plus de 130 tribus autochtones qui, pour faire référence à l'identité de genre, aux différents rôles et à la tenue traditionnelle choisie, utilisaient et utilisent encore le terme bispiritualité. Qu'est-ce que ça signifie, bispiritualité? Il existe des différences entre les tribus, mais le concept de base est qu'il y a 4 genres: hommes, femmes, hommes avec tendance féminine et femmes avec tendance masculine. Les tribus pensent également que les bispirituels pouvaient communiquer avec des forces surnaturelles grâce à leurs rêves ou des visions. Elles étaient considérées comme de grandes sources de connaissances et pouvaient devenir chamanes ou chefs spirituels. Cette tradition sera réduite de grand nombre avec l'arrivée des Européens et ne reviendra pas avant les années 90. On peut donc dire que l'influence européenne lors de la colonisation a beaucoup changé les mœurs sexuelles? Oui, exactement. À la suite de l'arrivée des Européens, beaucoup de choses changent. Ils avaient des croyances très fermées avec la religion chrétienne qui avait une vision négative de l'homosexualité. Elle était considérée comme un péché, comme un acte criminel. Durant plusieurs siècles, les homosexuels n'avaient pas le droit de se montrer publiquement. Et à partir du 19e siècle, l'homosexualité fut également considérée comme une maladie mentale. Qu'est-ce qui fait que cette répression a commencé à se terminer pour finalement être la société qu'on connaît aujourd'hui? Pendant longtemps, les homosexuels ont dû se cacher pour ne pas être emprisonnés. La Grande-Bretagne exerçait une forte emprise sur la politique du Canada. Le premier changement notoire au Canada a eu lieu en 1969, puisque c'est l'année où le premier ministre Pierre Elliott Trudeau décriminalise l'homosexualité au Canada. C'était la première fois qu'il y avait un semblant d'ouverture de la part des dirigeants. Mais malgré cela, il n'y aura pas vraiment de changement concernant les conditions des membres de la communauté LGBTQ+. L'homosexualité sera encore considérée comme une maladie mentale. Les groupes de support comme le Front de libération homosexuelle, fondé en avril 1971, devront fermer leurs portes à cause de répression policière. Les années 80 seront une décennie tumultueuse pour les droits LGBTQ+. Le 5 février 1981, l'opération SOAP est mise en place. Les forces de l'ordre descendent dans 4 zones gays de Toronto. Cet événement provoquera des manifestations de la communauté LGBTQ+. Elles seront considérées plus tard comme la première Toronto Pride de la ville. En parlant des années 80, est-ce qu'on peut aussi dire que la crise du sida a eu un gros impact sur cette communauté? Oui, cette crise a eu de grosses répercussions. Durant toute cette décennie, les hommes homosexuels ont l'impression que le corps médical et le gouvernement se désintéressent de leur santé. À la suite de l'intensification de la crise et à plusieurs manifestations de la communauté, le gouvernement de Brian Mulroney met en œuvre un programme visant à donner accès aux médicaments expérimentaux et lance la première stratégie nationale de lutte contre le sida.
La stigmatisation des homosexuels persistait jusqu'en 1985. La Croix-Rouge, qui gère le système de collecte et de distribution du sang au Canada, adopte la règle selon laquelle tout homme ayant eu des relations sexuelles ne serait-ce qu'une seule fois avec un autre homme depuis 1977 ne peut pas donner son sang. Cette règle reste en vigueur jusqu'en 2013, date à laquelle elle est modifiée pour permettre aux hommes qui n'ont pas eu de rapport sexuel avec un autre homme dans les 5 dernières années de donner leur sang. Et au début du 21e siècle, est-ce qu'on a fait du progrès? Sur certains aspects, oui, on en a fait beaucoup. Les années 2000 seront marquées par la légalisation du mariage entre deux personnes de même sexe. Le 20 juillet 2005, le projet de loi C-38, qui était en vigueur seulement au Nunavut, au territoire du Nord-Ouest, en Alberta et sur l'île du Prince-Édouard, devient loi fédérale et le Canada devient ainsi le quatrième pays au monde à autoriser le mariage entre personnes du même sexe. Pour les personnes de la communauté, cette journée est considérée comme l'un des plus grands jours en ce qui concerne leur cause. Les Canadiens de la communauté LGBT bénéficient de plus en plus de droits et plusieurs d'entre eux se tournent dorénavant vers la situation des gays et des lesbiennes à l'étranger où les persécutions sont parfois bien plus violentes. Malgré le fait qu'il reste encore des choses à faire, le Canada est perçu comme un leader dans les domaines des droits et libertés LGBTQ+, sur la scène internationale. L'acceptation et la célébration passent par de l'empathie et de la curiosité envers l'étendue de l'expérience humaine. Merci beaucoup, Xavier. Au retour de la pause, on aborde les épargnes étudiantes et la pénurie de main-d'œuvre. Restez avec nous. Depuis 2017, une loi oblige les établissements scolaires au niveau collégial et universitaire d'instaurer une politique contre les violences sexuelles. Mais selon la porte-parole en matière d'éducation de Québec solidaire, Christine Labrie, plus de la moitié des victimes d'infractions sexuelles sont mineures. C'est pourquoi le parti propose un projet de loi qui comprend des formations pour le personnel scolaire, l'instauration d'un processus clair pour porter plainte et l'organisation d'activités de sensibilisation. La quasi-totalité des victimes relevées par la police qui sont mineures fréquentent une école et Québec solidaire veut que les établissements deviennent plus sécuritaires pour tous. La compagnie Apple s'approche de contrer la loi de Moore, loi selon laquelle la complexité des semi-conducteurs et le nombre de transistors des puces dans les objets technologiques va doubler tous les 2 ans. Cette loi a été prononcée en 1965 par le cofondateur de la compagnie de micropuces Intel, Gordon Moore. Dans les dernières semaines, Apple a lancé son plus récent MacBook Pro qui possède quelque chose de complètement nouveau, des puces M1 Pro et M1 Max, ce qui rend l'appareil encore plus puissant. Elle facilite l'interaction entre les principaux composants de l'appareil comme le processeur et la carte graphique. Cependant, la compagnie Intel n'y a rien à voir. Ces ordinateurs portables sont encore loin d'accomplir les prouesses du MacBook, même si Pat Gelsinger, le PDG actuel d'Intel, veut aller plus vite que cette loi pour rattraper Apple. Il vise redevenir le leader en ce domaine d'ici 2025 en créant des puces plus puissantes que les M1 Pro et M1 Max. Maintenant, on va aller rejoindre Leila Béchou qui va nous parler des moyens d'épargner notre argent lorsque nous sommes étudiants. Aujourd'hui, la question à 100 000 $, c'est Justin Gagné, 18 ans, qui me la pose. Il m'écrit « Salut Leila, comment est-ce qu'on fait pour épargner de l'argent? Aide-moi. » Il est vrai que quand on est étudiant, c'est plutôt difficile de mettre de l'argent de côté. Mais ce n'est pas impossible. Il faut simplement changer quelques petites habitudes. Étape numéro 1, le budget. C'est vraiment l'étape la plus importante. Un budget, ça illustre la relation entre les revenus et les dépenses. Il existe 3 types de budget. Le budget déficitaire, le budget équilibré et le budget excédentaire. Quand on veut épargner, on vise un budget excédentaire. Donc que vos revenus soient plus grands que vos dépenses. Pour ce faire, notez dans un tableau toutes vos rentrées et vos sorties d'argent dans un mois. Comme ça, vous verrez jusqu'à combien vous pouvez vous permettre d'épargner. Étape numéro 2, réduisez vos dépenses. Mais attention, soyez réaliste. Parce que ce n'est pas en étant un tortionnaire des finances que vous allez arriver à atteindre vos objectifs. Par exemple, on sait tous que c'est moins cher de faire sa nourriture soi-même. Mais ce n'est pas réaliste de se dire qu'on n'ira plus jamais au restaurant si on avait l'habitude d'y manger plusieurs fois par semaine. Le truc, ce serait simplement de réduire ses sorties à 1 ou 2 par semaine. Voyez, un objectif réaliste.
Étape numéro 3, augmentez vos revenus. Logique. Mais attention, je ne vous recommande pas d'augmenter nécessairement votre nombre d'heures. En fait, un étudiant devrait travailler maximum 15 heures par semaine s'il ne veut pas que ça affecte ses études. Mais il existe d'autres options. Diversifiez vos sources de revenus, que ce soit par le gardiennage d'enfants ou d'animaux de compagnie, le tutorat ou le pelletage d'entrée, tout est bon. Vous pouvez également vendre vos vêtements que vous ne portez plus et vos manuels scolaires s'ils sont encore en bon état. Dernier conseil bonus, le principe du petit cochon. Je vous conseille de mettre de côté un petit montant fixe par semaine, comme si c'était une de vos dépenses courantes. Ça n'a pas besoin d'être un gros montant. 5 $ par semaine, ça suffit. À la fin de l'année, vous aurez amassé 260 $. Donc n'oubliez pas, faites un budget, réduisez vos dépenses, augmentez vos revenus et je vous garantis que vous arriverez à mettre de l'argent de côté. Merci beaucoup, Leila. Maintenant, on s'en va voir Jade Marinier. Bonjour, Jade. Bonjour, Chloé. Alors, est-ce que nous sommes réellement en train de vivre une pénurie de main-d'œuvre? Oui, absolument. La pénurie de main-d'œuvre s'est faite ressentir dans les 2 dernières années. D'après Statistique Canada, le nombre de postes à combler au Québec s'élève présentement à plus de 190 000. Ceci équivaut à une hausse de 38,2 % en seulement 2 ans. Il s'agit du plus haut taux de postes vacants rapporté depuis 2015. Le Québec a aussi été évalué à être la province ayant le plus gros déséquilibre du côté du marché du travail. Présentement, le secteur le plus touché est celui de la santé. Les postes à combler s'élèvent à 20 630, ce qui équivaut à une augmentation de 69,3 % en seulement 2 ans. Une conséquence majeure face à cette pénurie occasionne notamment la fermeture de l'urgence de l'hôpital La Chine dû à un manque de professionnels de la santé. De point de vue démographique, le vieillissement de la population est la cause principale de cette pénurie. Sachant qu'il faut combler leurs postes, il est difficile pour les entreprises de trouver autant de nouveaux travailleurs. Ce taux élevé de retraite est expliqué par le phénomène du baby boom. C'est effectivement cette tranche de la population qui prend son envol et qui laisse une grande partie des emplois vides. Pendant le débat des chefs, Justin Trudeau a exprimé son point de vue. Ce n'est pas la pandémie qui a créé cette pénurie de main-d'œuvre, pas la prestation canadienne d'urgence, ni la prestation canadienne de la relance économique. Il affirme que ce serait bel et bien le vieillissement de la population qui cause cette crise. Trudeau affirme aussi qu'il prend ce problème très au sérieux. Mais à part le vieillissement de la population, est-ce qu'il y aurait d'autres conséquences qui causeraient cette pénurie? Bien évidemment. Une autre cause de cette pénurie est celle d'un haut taux d'individus scolarisés qui exigent un meilleur emploi. Que ce soit du côté du salaire, des vacances ou même de la conciliation emploi-vie professionnelle, des meilleures conditions de travail sont exigées et font en sorte que les postes à faible rémunération sont en forte pénurie. Bon, ça devient quand même inquiétant tout ça. Est-ce qu'on a de l'information sur ce que le gouvernement tente de faire pour arrêter ou même ralentir cette crise? L'information qu'on a reçue un peu plus tôt au mois d'octobre est que le gouvernement Legault dévoilera un nouveau plan d'action économique en novembre 2021 pour contrer cette pénurie. En revanche, les solutions commencent déjà à se faire entendre par plusieurs journaux. D'après Michel Girard, chroniqueur d'opinion pour le Journal de Montréal, il faudrait inciter les travailleurs à pousser leur retraite à plus tard. La meilleure façon de les convaincre serait d'assouplir les conventions collectives pour permettre aux travailleurs de rester dans l'entreprise. Il décrit cet assouplissement par une hausse de vacances et une réduction de semaines de travail. Mais je me demande sincèrement, est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui réussissent à mettre des solutions comme ça en place? Les entreprises ont présentement de la difficulté à trouver la solution. D'après la corporation BDC, la solution première serait d'engager les populations sous-utilisées, notamment les handicapés, les autochtones et les immigrants. Même s'il y a un taux élevé de cette tranche de la population, les stratégies d'embauche sont différentes pour chaque entreprise. Selon un sondage de cette même corporation, la stratégie courante consiste à recruter des travailleurs moins qualifiés et plus jeunes. Ces entrepreneurs recherchent une bonne attitude venant des candidats et prônent une bonne compatibilité avec les valeurs de l'entreprise. Selon Miamsi, présidente directrice générale de l'Institut du Québec, on en ira encore pour 10 ans dans ce cycle de manque de main-d'œuvre. Les solutions restent répétitives mais primordiales à prendre en considération. Les solutions déployées par les entreprises sont principalement des hausses de salaire, des ajouts d'avantages sociaux et même des primes d'embauche. Ces remèdes déplacent les travailleurs, mais n'en créent pas de nouveaux. Les entreprises gardent espoir, mais il est difficile de voir la lumière au bout du tunnel, avec autant d'embûches. Un appel est fait aux jeunes et à ceux qui se retrouvent au chômage pour inciter chacun d'entre eux à embarquer sur le marché du travail. Jade Marinier, en direct de Montmorency. Merci beaucoup, Jade. Après la pause, le sport et la météo. À tout de suite.
Le lac Saint-Pierre en Mauricie a été utilisé pendant de nombreuses années par le ministère fédéral comme site pour tester des projectiles et on y retrouve plus de 15 000 obus qui gisent au fond du lac. Le ministère de la Défense nationale a comme projet de retirer ces obus, mais cette action pourrait causer la mort d'1 million de poissons et entraîner des conséquences collatérales sur de nombreuses espèces d'oiseaux. Les experts du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs disent que malgré les précautions utilisées comme des mesures d'atténuation, les obus sont trop dangereux pour être déplacés et beaucoup d'animaux seraient affectés. Le lac Saint-Pierre est reconnu au sein de l'UNESCO comme une réserve de la biosphère. Il n'a pas seulement été affecté par les tests militaires, mais aussi par l'agriculture intensive et les rejets industriels contenant différents contaminants. L'importance de ce projet est ambiguë, puisqu'il pourrait avoir des effets néfastes sur l'écosystème, mais il pourrait aussi aider les chercheurs à effectuer leurs recherches dans le secteur sans la menace potentielle de ce danger. Ce sera un sujet à suivre de près. Selon les derniers sondages effectués aux États-Unis, la vice-présidente Kamala Harris n'arrive pas à incarner la partenaire de gouvernance que Joe Biden désirait. Alors que leur mandat a commencé en lui attribuant un statut symbolique de coprésidente, ils sont de moins en moins aperçus ensemble en public. On attendait d'elle d'être d'une partenaire pour gouverner, mais depuis les 10 mois qui nous séparent des élections en janvier, le pouvoir a beaucoup changé. Selon Jay Gonzalez, professeur d'administration publique à l'université Golden Gate, le fait que les idéaux de Mme Harris soient plutôt de gauche fait en sorte que, dans ce pays très polarisé, le gouvernement préfère la faire travailler en coulisses afin d'éviter d'attiser les potentiels conflits. Par exemple, elle est responsable du dossier de l'immigration aux États-Unis, mais force est de constater que Kamala Harris s'est très peu impliquée ouvertement à ce sujet. Les républicains ont d'ailleurs usé de cette discrétion pour critiquer l'incompétence du parti en place par rapport au nombre d'immigrants qui arrivent aux frontières. Les années futures de son mandat portent à croire qu'elle va prendre plus de place sur la scène internationale, notamment en participant au Forum de Paris sur la paix et en rencontrant le président de la France Emmanuel Macron. La pente risque tout de même d'être difficile à remonter si elle décide de se présenter aux élections de 2024. Maintenant, pour le sport, on va aller parler à Félix Racine. Bonjour, Félix. Bonjour, Chloé. Semble-t-il que les Astros de Houston font couler beaucoup d'encre? Effectivement, Chloé. En 2019, les Astros de Houston dans la MLB sont accusés de vol de signaux. Un vol de signaux, c'est la communication de l'équipe en offensive. Cette astuce a failli être démasquée pour la première fois par un lanceur des White Sox de Chicago, Danny Farquhar, le 21 septembre 2017. Le vol se faisait comme suit. Dans le champ-centre, une caméra filmait les signaux du receveur. Sur le banc des joueurs, on pouvait visionner la vidéo. C'est comme ça que les Astros de Houston savaient quelle sorte de lancer arriverait prochainement aux frappeurs. Plus tard dans l'année, les Astros remportent la Série mondiale par la triche contre les Dodgers de Los Angeles. Puis, en 2019, les Astros retournent en Série mondiale et gagnent. Tout ça grâce à un circuit victorieux de Jose Altuve contre Aroldis Chapman des Yankees de New York en finale de ligue. Le mystère des vols de signaux est finalement résolu par le témoignage de Mike Fiers contre son ancienne équipe après son échange à Oakland. Résultat, le gérant AJ Hinch et son assistant Alex Cora sont suspendus 1 an puis retournent respectivement à la gérance des Tigers de Détroit et des Red Sox de Boston. Dans une interview de février 2020, le joueur des Dodgers de Los Angeles, Cody Bellinger, dit se sentir comme si on lui avait volé son titre de 2017. Malgré cette manœuvre illégale, les Astros de Houston conservent leur titre et s'en sortent presque indemnes, si ce n'est que 2 gérants ont dû changer d'équipe et que la moyenne de frappeurs atteints à Houston en 2020 grimpe en flèche, passant de 0,38 frappeurs à 1 frappeur par partie. D'autres accusations auraient eu lieu en octobre 2021, venant du lanceur Ryan Tepera des White Sox de Chicago. Avec cette étiquette de tricheur sur le chandail, on est en droit de se demander si les Astros de Houston méritent vraiment leur place en Série mondiale contre les Braves d'Atlanta, aujourd'hui en 2021, ou si le manque de confiance d'autres équipes s'avère fondé. Merci beaucoup, Félix. Allons voir du côté de la météo. Alors, Alexandre, à quoi devrait-on s'attendre pour les prochains jours à venir? Vous l'aurez peut-être remarqué, les journées semblent être de plus en plus courtes, mais l'hiver approche énormément, n'est-ce pas? Déjà le solstice d'hiver le 21 décembre qui arrive à grands pas et évidemment, ce sera la journée la plus courte de l'année. Dans la grande région de Montréal, on parle d'une différence de 7 heures d'ensoleillement entre l'été et l'hiver. Nous entrons dans la période la plus sombre de l'année, notamment à cause des journées qui se raccourcissent, le changement d'heure et le ciel nuageux, et tout nous indique qu'on continuera à être sous les nuages et bientôt sous les flocons dans les prochaines semaines.
Pour les prévisions maintenant, cette nuit, léger refroidissement dans l'est, cependant la température restera agréable. Le reste de la semaine s'annonce pour être assez nuageux, mais avec des températures allant jusqu'à moins 6 degrés Celsius pour Montréal. Il y aura certains dégagements, mais le soleil se fera assez discret au courant de la semaine. Pour ce qui est de demain, dans la grande région de Montréal et à Gatineau, la température reste assez stable pour un ressenti maximum de 4 degrés et un minimum de moins 5 degrés Celsius, et comme dit plus tôt, ce sera quand même nuageux. De plus, les rafales iront jusqu'à 30 km/h. Pour ce qui est de Québec, il n'y aura pas une grande différence avec Montréal, avec une température de moins 7 à 3 degrés Celsius et des rafales allant jusqu'à 40 km/h. Puis à Val-d'Or et Saguenay, un léger refroidissement pour une température maximale allant jusqu'à moins 1 degré, et au nord du Québec, il fera aux alentours de moins 12 degrés Celsius maximum, et on parle d'environ de 5 à 10 cm de neige pour l'ensemble de cette région. Pour l'est maintenant, à Sherbrooke, comme dit plus tôt, de légers refroidissements pour des températures baissant jusqu'à moins 8 degrés. Finalement, la température reste stable à Rimouski pour un minimum de moins 9 degrés et un maximum de moins 2 degrés Celsius. À Gaspé et Sept-Îles, ça va varier entre moins 11 degrés et moins 4 degrés. En général, pour l'ensemble des régions, le même scénario se répétera mardi et on aura par la suite un léger réchauffement tout en ayant des conditions encore nuageuses à partir de mercredi. Finalement, n'oubliez pas que la date limite pour installer vos pneus d'hiver est le 1er décembre, alors ne tardez surtout pas. Avec l'arrivée de la neige, il faut bien s'équiper. Merci Alexandre. C'est ce qui termine notre émission de ce soir. En mon nom et au nom de toute l'équipe du Bulletin de Bordel, on vous remercie d'avoir été des nôtres. À demain!